Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, ça se passe ainsi. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette antenne. Vous nous écoutez du côté de Lola. Vous nous regardez en même temps à la télévision. Merci de votre fidélité. Quelques messages, évidemment, avec les auditeurs. On a le ministre Tibou Camara qui réagit ce matin. Et ce n'est pas que le permis de conduire qu'il faut exiger. Nous devons aussi exiger le permis de conduire la Guinée pour éviter donc les accidents de l'histoire. Message donc de monsieur Tibou Camara qui nous écrit ce matin. Là, Junior Condé qui réagit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Et oui, vous faites la même chose avec les cibles différentes. Je suis en route pour Barreau. Merci beaucoup. Et là, Junior Condé, nous restons dans le sillage avec d'autres auditeurs, toujours sur le 657 39. On a Amaltidiane Ba qui réagit sur Twitter, hashtag Espace GG. Moi, je détiens 2 permis de conduire. Un qui est faux quand les policiers me prennent et un qui est vrai pour des cas sérieux. Malheureusement, même au Kadak, on te le propose, même à Bambeto ou à la gare routière, on fait des permis. On a Shérif Fatoumata qui réagit. Les chauffeurs de moto-taxi, au lieu de regarder dans le rétroviseur, tournent la tête pour voir s'ils peuvent changer de voie. Imaginez alors qu'il y a un obstacle devant lui. Il n'y a même pas le temps de le dévier. Donc c'est Shérif Fatoumata qui réagit ce matin. On a Crismo Diallo aussi qui réagit sur Twitter, Mamoudou Condé. Bonjour les GG, bonjour. Je partage l'idée de Roby. 15 tours pratiques, tu as ton permis. Un diagnostic réel sur cette question nous évitera le pire. Allez, on continue le débat, Ahmed, avec notre invité, monsieur André Camara, qui est avec nous dans ce studio. Alors, monsieur André, je pense que les termes de l'enquête au niveau de la France sont clairs. On parle de corruption, tout ça, pot de vin et autres. Alors, clairement, parlez-nous, vous qui avez donc été dans cette commission administrative. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez constaté ces faits? Mais corruption de quel côté? Non, du côté guinéen, l'État est accusé, en tout cas lors de l'avènement du président Alpha Condé au pouvoir, il est accusé donc d'avoir octroyé, vous avez écouté le reportage, ce terminal à conteneurs à Bolloré, en récompense au coup de main qu'il a reçu de la cellule de la société de com de Bolloré, à savoir Avast. Est-ce qu'on peut parler de corruption dans ce dossier? Dans ce dossier, on peut parler de corruption, mais pas de corruption comme vous l'entendez, oui, ou sous l'angle que vous voulez, sur lequel vous l'envisagez. Il y a eu corruption dans l'attribution, ou des faisceaux de présomption, en tout cas de corruption, dans l'attribution du marché de la concession du terminal à conteneurs de Conakry au groupe Jetma International. Mais pourtant, on parle d'appel d'offres au cours duquel Jetma aurait rempli donc tous les critères techniques et financiers. Mais c'est ce que vous dites. Oui. Moi, vous avez découvert quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert? Puisqu'on estime que sur une certaine période, Necotrans, à travers sa filiale Jetma, devrait investir un certain nombre de montants. Je pense que tout n'a pas été fait lorsque le président Alpha Condé prenait fonction. Et donc, du coup, ça a été l'élément central, l'élément principal de résiliation du contrat de Jetma International. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui clochait dans le contrat avec Jetma? Qu'est-ce qui a poussé donc l'État à résilier ce contrat? Déjà, il y a 2 éléments. Oui. Le premier est l'élément qui concerne les engagements contractuels sur lesquels le décret de résiliation porte. Mais en réalité, dès qu'on a démarré l'enquête administrative, il s'est trouvé que dès le départ, Jetma International n'a pas respecté. Ils avaient déjà investi 30 millions et 90 autres millions d'euros plutôt étaient prévus comme investissement pour l'agrandissement. Oui, je tiens ça de... Il y a eu un nombre fou d'articles là-dessus, hein. Je ne vous l'apprends pas. Oui, mais écoutez, déjà, Jetma International n'avait pas les capacités financières.
Ça, c'est la première des choses. Et ça, je peux vous le démontrer. Mais comment octroie-t-on la concession d'un port à une société qui n'a pas la capacité financière, alors que c'est une appel à concurrence qui a été établie dès le début et qu'on laisse après cette société gérer pendant un certain nombre d'années? Les conditions dans lesquelles, en tout cas les conditions décrites aujourd'hui publiquement, dans lesquelles Bolloré a obtenu la concession de Jetma, les conditions portent quand même à confusion. Pas du tout. Écoutez, alors éclaircissez-nous. Oui, il y a eu un changement fondamental de circonstances qui fait que les soutiens qu'avait Bolloré, du moins Jetma International, n'étaient plus aux affaires. C'est-à-dire les putschistes? Non, pas que les putschistes. Le CNDD? Non, pas du tout. Oui. Il n'y a pas que. Il y a eu d'abord, comme je vous l'ai dit, au départ, cette bagarre qu'il y avait entre le concédant, qui devait être concédant. Finalement, ça a été le ministère qui a été le concédant. C'est cette bagarre qu'il y avait entre les deux. Bon, ça, c'était pour maîtriser les négociations qu'il y avait à leur niveau. Dans l'appel à manifestation, il y avait une condition simple, unique, celle d'avoir une expérience dans la gestion portuaire. Il s'est trouvé que Jetma International a menti sur cette capacité-là à pouvoir gérer un port. Jamais cette société n'a eu un contrat similaire ailleurs? Non, à ce niveau-là, non. Jetma International a prétendu avoir un partenariat avec MSC. Et Jetma International a aussi avancé qu'elle gérait le port aux Bahamas, un port aux Bahamas et un port à Bruxelles, en Belgique. Mais il s'est avéré que c'est faux. Elle a changé après en parlant de l'Ouganda et deux autres pays. Donc déjà, à ce niveau, Jetma International ne devait pas passer. Donc les capacités techniques n'étaient pas là. Les grandes gueules. Les autres soumissionnaires, je crois qu'ils étaient 4, les autres soumissionnaires ont apporté la preuve. Jetma n'a pas apporté de preuve. Qui arrivait deuxième? Bien sûr, c'est Bolloré. C'est Bolloré. Oui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'opinion a besoin de s'émouvoir un peu? Parce que, imaginez, la première bataille que le président Alpha Condé mène après son avènement au pouvoir, 3 mois juste, c'est de retirer le terminal du port conteneur à Jetma et de le donner à Truc. Quel est le fondement juridique sur la base duquel monsieur le président de la République s'est donc prévalu pour arracher ce contrat des mains de Jetma pour l'octroyer à l'autre groupe français Bolloré? Sur quelle base? Est-ce que dans un passage, un article disait lorsque celui qui a le contrat n'obéit pas ou ne respecte pas tel engagement, le contrat peut lui être retiré, et par quel mécanisme juridique? Écoutez, il faut tenir compte du fait qu'en droit, il y a le code et il y a les pratiques administratives, donc la coutume administrative sur laquelle on fonctionne. Il est vrai qu'à l'époque, cette disposition n'était pas prévue par le code. Mais c'était une pratique administrative qui n'avait rien à voir avec forcément Bolloré et Jetma. Quelle disposition qui n'était pas prévue par les codes? Cette pratique, je dis. Quelle pratique? Mais la pratique de la substitution du second en cas de défaillance. Donc ça n'existe pas dans les textes? Dans les textes, c'est une pratique. Bien. C'est une pratique, et ce n'est pas simplement en Guinée, hein, c'est une pratique généralisée en matière de marché public. Bon, et n'oubliez pas aussi le contexte, parce que souvent, on oublie l'analyse contextuelle. Hein. Un port est véritablement le poumon d'un pays. À partir du moment où une société est déclarée défaillante, parce qu'il y a des clauses contractuelles qu'elle n'a pas respectées, elle avait des investissements à faire qu'elle n'a pas eu à faire, mais les enquêtes prouvent effectivement que dès le départ, Jetma a menti à plusieurs niveaux. Jetma a même eu des problèmes avec son associé. Non, moi jusque-là, ce que je ne... Jusque-là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait au départ une procédure. Il y a eu des soumissionnaires. Le travail de l'État guinéen, c'était de prendre la peine de faire ces enquêtes-là, ces enquêtes postérieures dont vous êtes en train de parler. Permettez que je termine. L'État guinéen ne l'a pas fait et a adjugé le marché à Jetma. Jetma commence à travailler. Entre-temps, Bolloré entre dans le jeu. Il assure la communication d'un président, d'un candidat qui est finalement élu et qui devient président. Je veux terminer, s'il vous plaît. Seulement 2 mois après, on voit un décret qui sort et on vous dit Jetma n'était pas conforme, Jetma s'est permis de se déclarer ceci ou de cela, et ensuite on lui dit dehors et on confie le même marché
à Bolloré, celui-là qui a assuré la communication du président de la République. À un certain moment, est-ce qu'on vous ne vous dites pas, vous qui êtes quand même, vous qui avez du savoir dans le domaine, est-ce que vous n'estimez pas que l'État guinéen a péché à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'aurait pas dû avoir plus d'exigences et donc laisser Jetma ou même tenter de corriger la chose sans agir comme ça unilatéralement? Bon. Écoute, c'est la raison d'être de cette commission administrative, c'était de comprendre quels sont les ratés, les irrégularités qui sont produites dans la passation de ce marché. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que vous faites un lien de cause à effet entre l'éviction, disons, de Jetma International et la relation... À ma place, que feriez-vous, monsieur Camara? C'est plutôt une question de bon sens, la question que je pose. Oui, mais c'est aussi une question de méconnaissance de ce qui s'est passé à l'intérieur. Expliquez-nous. C'est ce que je suis là pour ça, pour vous clarifier là-dessus. Bon. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y a eu des irrégularités profondes au niveau de la passation du marché, et que d'abord, au niveau de la commission d'évaluation, il y a deux commissions. Il y a la phase de l'évaluation qui détermine quel est l'adjudicataire supposé provisoire. Hein, et ensuite, il y a la commission de négociation. Le principe veut que la commission de négociation siège après, soit formée après la commission d'évaluation. Et cette commission de négociation doit corriger les faiblesses de la commission d'évaluation. Mais il se trouve que la commission, les membres, ceux qui formaient la commission, les membres qui composaient la commission d'évaluation, sont les mêmes qui ont composé la commission de négociation, de telle sorte qu'on ne pouvait pas, ils étaient juges et partis. Absolument. Bon, ça, on l'a ressorti dans le cadre de la commission de l'enquête administrative. Mais ce que je veux attirer votre attention, c'est que la direction du port a toujours dénoncé cela, tout au long. Mais il n'avait pas les soutiens qu'il fallait à ce niveau. Surtout que je vous dis d'entrée de jeu qu'il y avait une guéguerre entre la direction du port et le ministère des Transports. Voilà. Bien. Alors, Monsieur André, lui, il n'est pas d'accord qu'on fasse une relation entre la passation de ce marché et peut-être tout ce qui s'est passé, notamment la communication. Mais je suis désolé, cette enquête aujourd'hui qui nous amène à parler de ce dossier, cette enquête parle de quoi? Cette enquête parle de justement cette communication qu'on pourrait qualifier aussi de corruption qui aurait donc amené le président Alpha Condé au pouvoir. Ce n'est pas nous qui menons l'enquête, la Guinée. Ce sont les Français qui ont ouvert un dossier. Alors, c'est par rapport à ce dossier que nous vous posons ces questions. Je pense alors qu'on dise maintenant que Jetma a menti, Jetma a fait ceci, cela, on est d'accord avec tout ça, il n'y a pas de problème. Alors vous avez décidé de prendre une décision, c'était de mettre Jetma à la porte et de donner maintenant cette concession à Bolloré. Mais alors clairement la question que nous vous posons, démontrez-nous que les règles de l'art ont été respectées dans l'octroi de ce contrat. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le reste, Jetma n'a pas respecté, Jetma a respecté. Sincèrement, moi, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que nombreux sont ceux qui nous écoutent en ce moment que ça n'intéresse vraiment pas. Ce qu'on veut savoir, c'est les conditions d'octroi. Est-ce que l'art a été respecté? Vous avez fini? C'est bon? Je peux répondre. Écoutez, moi, je ne vous ai pas dit qu'il ne fallait pas faire cette relation. J'ai dit, vous faites cette relation simplement parce que vous avez une méconnaissance de ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, il ne faut pas travestir mes propos. Ça, c'est la première des choses. Non, mais si, monsieur. Non. Parce que vous n'êtes pas là-dedans. Écoutez, la justice française est la justice française. Nous avons ici nos grandes gueules. Nous avons travaillé là-dessus. Ça n'avait rien à voir avec la justice française. La justice française fait son travail. Et nous faisons le nôtre. Nous avons fait le nôtre et nous avons découvert un certain nombre d'irrégularités qui pouvaient justifier effectivement que... revenons à la question simple. Oui, la question simple de Ahmed. Sortons de toutes les polémiques. Oui. Revenons à la substance de la question de Ahmed. Est-ce que les conditions d'octroi du port de Conakry à Bolloré a respecté les conditions et comment? Oui, mais ils ont respecté les conditions en ce sens où le principe, que ce soit avant Bolloré, bien après, la pratique ici était qu'en cas de défaillance du premier, c'est le second qui venait. Ça, c'est clair. Principe non écrit. C'est un principe non écrit qui a toujours fonctionné. Mais monsieur, écoutez, non. On est dans le Les grandes gueules. Mais là, est-ce que, monsieur, dans une pratique, nous sommes dans une pratique administrative. Monsieur Camara, est-ce que, non, écoutez. Est-ce que dans le contrat, monsieur Camara, est-ce que le contrat qu'il y ait Jetma à l'État guinéen pour la gestion du port conteneur de Conakry, est-ce qu'il y avait une clause à l'intérieur de ce contrat-là qui spécifiait qu'en cas de défaillance,
qu'en cas de non-respect des clauses de contrat par Jetman, l'État pouvait octroyer le marché à un second. Est-ce que c'était écrit? Non, ce n'était pas écrit là-dedans parce que c'est un principe. Est-ce que finalement les conditions dans lesquelles, parce que nous avons les informations, ça circule, des militaires qui seraient allés au port autonome de Conakry, qui auraient délogé les travailleurs, Mani Militari, les travailleurs de Jetman, pour installer ensuite ceux de Bolloré. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Est-ce que la bataille ne devrait pas plutôt être juridique? Mais normalement, c'était une bataille juridique. Ça n'a pas été, vous reconnaissez? Il y a eu... Si, après, il y a eu avant, moi je comprends. L'éviction, est-ce que ça a été juridique, l'éviction? Est-ce que c'est comme ça que ça devait se passer? Écoutez, c'était une décision administrative. Cette décision administrative était un décret. Bien, voilà. Allez-y, Tamba. Moi, j'ai deux problèmes. Ouais. Deux problèmes avec cette communication. Est-ce que... Parce que je suis en train de voir que vous êtes un peu plus royaliste que le roi lui-même. Je parle du président Alpha Condé. Est-ce que vous savez... Je ne sais pas si vous avez eu... Permettez, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Les grandes gueules. Le président de la République a été interpellé sur la régularité de l'octroi de ce marché-là à Bolloré. Oui. Et on lui a dit, mais monsieur le président de la République, vous auriez dû vous conformer aux législations. Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, je préfère mes amis. Est-ce que vous trouvez que c'est normal dans une république, et l'on parle du poumon économique de la Guinée, c'est un terme que je vous emprunte, c'est vous-même qui l'avez utilisé, que l'on mette de côté... si vous voulez, tout ce qui est procédure judiciaire, procédure légale, et que l'on s'appuie sur une pratique, sur une tradition administrative qui va porter plus tard la Guinée vers des juridictions, vers une juridiction régionale. Je parle carrément de la Cour d'arbitrage et de justice de l'OADA, qui a quand même aussi condamné la Guinée, monsieur. Au départ. Oui, mais c'est de ce que l'on parle. Au départ, parce qu'après, il y a eu tous ces éléments qui ont été ressortis, les éléments de corruption, de mensonges et toutes ces choses qui ont pesé de tout leur poids là-dedans. Aujourd'hui, la Guinée n'a pas été condamnée. Bien. André Camara, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules sur Espace TV. Allez-y, Moussa Moïse. André, je vais en placer peut-être 2 ou 3. La première question, Bolloré était-il arrivé 2e ou 3e? 2e. Monsieur, je vous dis que Bolloré était arrivé 2e. Vous êtes formel là-dessus? Formel. Alors, ensuite, par quoi est-ce que vous expliquez les déboires judiciaires de Vincent Bolloré du côté de la France? Est-ce que... Oui, par quoi est-ce que vous l'expliquez? La troisième question, c'est pourquoi les noms de certains étrangers, à savoir des Burkinabés, dans la société Jetman? Parce qu'on a appris les différents vols qu'il y a eu entre Conakry et Ouagadougou, là où c'était un peu chaud. Je pense que c'est le général Mathurin, en ce moment, qui était le ministre des Transports, si je ne m'abuse. En tout cas, il y a eu des vols et le nom de l'ancien président du Burkina Faso, de la femme de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a été également cité. Est-ce que Jetman, la version que nous avions à l'époque, était tenue par le clan Compaoré? Oui, parce que il y a eu beaucoup de manipulations sous le CNDD. En fait, cette convention, il y a eu un avenant, parce que si on pouvait aller... Je réponds en fonction de vos questions. En fait, quand on a constaté, sous le CNDD, d'abord du temps du président Conté, on a constaté que la convention n'était pas une bonne convention. Ça, c'était sous l'impulsion du port, de la direction générale du port. On a demandé l'intervention du cabinet FFA pour analyser juridiquement cette convention. Il s'est avéré que dans les conclusions de ce cabinet, ils ont dit que globalement, ce n'était pas forcément bon. Il y a eu des aspects, notamment les conditions de résiliation, au niveau de la taxation et de toutes ces choses-là. Donc, ils ont demandé qu'il fallait revoir cela. En demandant de revoir cela, c'était juste la veille de la signature. Ils sont allés voir le président de la République qui a ordonné de le faire. Ce cabinet a été sollicité, qui a rendu ses conclusions. Alors, le même jour, la commission de négociation, je vous ai dit que ceux qui étaient dans la commission d'évaluation étaient les mêmes, étaient jugés partis, ont répondu, imaginez, dans un espace de 4 heures, en l'espace du moins de 4 heures, ont répondu que... en fait, FFA s'était trompé, qu'ils avaient déjà changé ce qu'ils pensaient être... donc, ils avaient une ancienne version. Immédiatement,
pendant que les gens du port attendaient, la convention a été signée. Bon. Il était question que la convention finalement soit suspendue. Des instructions ont été données pour suivre la procédure. Entre-temps, le président Conté décède. C'est pour ça que certains vous diront que la convention était déjà suspendue. Non, elle n'avait pas été suspendue, elle était en voie de suspension. Il y a eu des interventions là-dedans pour que cette convention soit remise en scène. Mais finalement, le président Conté décède. Le CNDD arrive, sous l'impulsion de tous les explorateurs portuaires. Le CNDD suspend de nouveau la convention. Donc, il s'avère qu'à l'intérieur de la convention, il y avait ces mêmes irrégularités et on a demandé un avenant. Il fallait un avenant pour pouvoir corriger les insuffisances de cette convention. Mais il se trouve que cet avenant, finalement, n'a rien corrigé. Bien au contraire. Oui, cet avenant n'avait pratiquement rien corrigé. Ce qui fait qu'à l'arrivée du président Alpha Condé, c'était toujours les mêmes difficultés. Et il y avait une collusion, c'est vrai qu'il y a un lien très étroit entre le clan Compaoré et Jetma International. Déjà, sa femme était actionnaire à l'intérieur de... Mais sa position de médiateur lui donnait... un avantage. Voilà, un avantage sur le président Dadis. Bon. Et pendant l'enquête administrative, il y a eu un très proche du président, qui était d'ailleurs ministre, militaire, qui a expliqué qu'en fait, il y avait eu un marchandage occulte entre les deux qui devait permettre au président Dadis, il devait tout faire, user de son influence internationale pour que le président Dadis puisse se présenter librement. Voilà. Ben, écoutez, il fallait que la convention reste en l'état. La dernière question, si vous permettez, M. Lamine. Allez-y. Qu'est-ce qui nous prouve que celui qui a été taxé de diable, c'est-à-dire Jetma, n'a pas été remplacé par un autre démon, c'est-à-dire Bolloré? Est-ce que Bolloré fait mieux que Jetma International? Parce que ce qui est dit en termes d'investissement, c'est énorme ce que Bolloré investissement a fait. propre, pas ce qui a été pompé dans les recettes que Bolloré a fait sur le territoire guinéen. Écoutez, parce qu'on connaît bien la technique. Écoutez, Jetma International a géré ce terminal pendant 2 ans. Il n'y a pratiquement pas eu d'investissement, je vous le dis. Et même l'augmentation de capital a été faite par des capitalisations de choses qu'ils avaient déjà sur place. Il y a eu une augmentation de capital de 2860%. C'est extraordinaire. Bien. Bon. Allez-y, Tamba, on va évoluer. Alors, en fait, ce qui est surprenant dans ce dossier, j'aimerais le partager avec vous, c'est qu'un des reproches, en tout cas les plus essentiels que l'on fait à Jetma, c'est de n'avoir pas tenu ses engagements en termes d'investissement, ses engagements contractuels en termes d'investissement. Or, ce n'est pas, entre autres, l'exemple que je vous donne aussi, c'est un peu la même chose. Il y a d'autres entreprises ici, en République de Guinée, qui ont réussi à obtenir des marchés avec des engagements financiers en termes d'investissement qui ne les ont pas respectés. Pourquoi cette accentuation sur le port autonome de Conakry? Pourquoi est-ce qu'on s'est roué sur la question pour l'octroyer directement à Bolloré? Pourquoi n'a-t-on pas fait autant? Est-ce que ce genre de situation ne vous interpelle pas, vous qui êtes un technicien? Les grandes gueules. Ça ne m'interpelle pas parce que quand vous... Parce que vous défendez Mordicus Bolloré sur ce marché-là. Or, il y a d'autres marchés au sein desquels la Guinée aurait dû agir de cette façon-là. Écoutez, vous ne prêtez pas des intentions. Je défends un principe. Le principe est que Jetma International n'a pas rempli, d'une part, les conditions contractuelles. La seconde des choses... Bien. Merci beaucoup, en tout cas, M. André, d'être passé chez les grandes gueules ce matin. Merci beaucoup. Bien, merci. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.